va démarrer par l'étude de l'analyse segmentaire, puisque vous savez que l'analyse segmentaire qui a été développée par Richard Van Praagh en 1964, c'est les 3 lettres qu'on utilise couramment pour décrire le situs des différents segments du cœur dans les cardiopathies justement compliquées pour qu'on parle tous le même langage. Donc c'est une approche diagnostique, ce n'est pas une classification, et c'est une approche diagnostique qui est morphologique, c'est-à-dire basée sur ce qu'on a vu quand on a vu l'anatomie du cœur normal, la morphologie en particulier des cavités cardiaques. C'est une approche segmentaire, puisqu'on va étudier le situs des différents segments du cœur, oreillettes, ventricules et gros vaisseaux, et c'est une approche séquentielle, puisqu'on va décrire les éléments de la cardiopathie du pôle veineux au pôle artériel. Donc le diagnostic, c'est le situs des 3 différents segments. Ce sont les 3 lettres que vous voyez ici, précédées de la cardiopathie principale. Et donc, il faut déterminer cette cardiopathie principale selon des principes qu'on utilise tous un peu de façon instinctive, ou plutôt qu'on a apprises de nos maîtres en cardiologie pédiatrique. On y reviendra après. Et puis ensuite, donc, la cardiopathie principale, ici un VDDI, les 3 lettres, oreillette, ventricule, gros vaisseau. Et ensuite, on décline la suite des éléments anatomiques de la cardiopathie. Donc, les 3 segments principaux, ce sont les oreillettes, les ventricules, les gros vaisseaux, qui sont séparés par des segments de connexion, qui sont le canal atrioventriculaire entre oreillette et ventricule, et la jonction ventriculo-artérielle ou infundibulum entre les ventricules et les gros vaisseaux. 2 règles d'or dans l'analyse segmentaire. La première, c'est que chaque segment doit être défini par ses caractéristiques anatomiques propres et non par ses rapports avec les autres segments. Par exemple, ce n'est pas parce qu'on a un ventricule de morphologie droite situé à droite qu'obligatoirement on aura au-dessus une artère pulmonaire. On peut avoir une aorte. De même, ce n'est pas parce qu'on a une oreillette de morphologie droite située à gauche qu'on aura à la suite un ventricule de morphologie droite. On peut avoir un ventricule de morphologie gauche. Donc tout est possible et il faut décrire les cavités cardiaques par leurs caractéristiques anatomiques. D'autre part, lorsqu'on parle d'une structure intracardiaque en termes de droite ou de gauche, on parle de morphologie. Le ventricule droit, c'est celui qui est de morphologie droite. Il n'est pas forcément situé à droite. Et donc, on ne parle pas de sa situation dans le thorax. C'est différent pour les veines systémiques et pulmonaires, puisque on ne peut pas les différencier par leur anatomie. On parle de veines pulmonaires gauche, c'est celles qui sont à gauche dans le thorax. L'analyse segmentaire, ça commence, puisqu'on va surtout l'utiliser dans les hétérotaxies et les cardiopathies compliquées, ça commence par noter la position du cœur dans le thorax. Normalement, la pointe du cœur est à gauche, l'évocardie, elle peut être à droite, l'extrocardie, elle peut être au milieu, mésocardie. Et ça, on va le voir sur le cliché thoracique de face. Sur ce cliché thoracique, on va aussi déterminer le situs bronchique, qui correspond, la plupart du temps, mais pas toujours, au situs pulmonaire. Mais de toute façon, nous, on n'aura accès qu'au situs bronchique. Normalement, la bronche de morphologie droite et le poumon de morphologie droite sont situés à droite. Le poumon droit comporte 3 lobes et la bronche droite est plutôt verticale. Et surtout, sa première division est très précoce. Vous voyez que la bronche souche droite est très courte. À l'opposé, la bronche souche gauche est très longue avec une division qui est tardive. Le poumon gauche a 2 lobes. Ça, c'est la normale, donc situs solitus. L'inverse de la normale, c'est l'image en miroir. La bronche de morphologie droite est située à gauche, la bronche de morphologie gauche est située à droite. Et pour les bronches et pour les poumons, on peut avoir un véritable isomérisme, c'est-à-dire qu'on a 2 poumons droits, 2 bronches droites en miroir l'une de l'autre, pareil pour le gauche. Donc, on va déterminer ça sur la radio de thorax à condition qu'elle soit bien pénétrée et de face.
Il faut se méfier des poumons. Vous voyez ici des poumons d'un cœur fœtal, d'un fœtus, pardon, avec donc de chaque côté, droite comme gauche, on regarde par derrière, 3 lobes bien définis. Donc là, on dirait isomérisme, et c'est un isomérisme pulmonaire droit. Mais quand on regarde, toujours de dos, les bronches, on voit que les bronches, elles, sont en situs solitus, avec une division précoce à droite, une division tardive à gauche. Donc, le situs des bronches n'est pas toujours égal, souvent égal, mais pas toujours identique au situs pulmonaire. Pour nous, les cliniciens, ce qui comptera, bien sûr, c'est le situs bronchique. On regardera aussi sur le cliché thoracique de face la poche air gastrique pour voir où est l'estomac, qui normalement est situé à gauche, de même que la rate, qui en situs inversus est situé à droite. Et puis dans les hétérotaxies, ce qu'on appelle le situs ambigus, on n'a jamais d'isomérisme des organes intra-abdominaux. Par contre, le foie est très souvent médian. La rate, elle est absente ou multiple, ou latéralisée d'un côté ou de l'autre. Et l'estomac, il est de situation très variable. On aura aussi souvent dans les hétérotaxies une malrotation intestinale. Donc on va commencer par l'étude du situs auriculaire. Et là, on a 3 types possibles et donc 3 lettres possibles. La normale, situs solitus, qu'on désignera par la lettre S. L'image en miroir de la normale, situs inversus, on utilisera la lettre I. Et quand on ne sait pas, c'est-à-dire quand on ne sait pas distinguer l'oreillette de morphologie droite de l'oreillette de morphologie gauche, on utilise la lettre A pour ambigus et un certain nombre d'hétérotaxies, pas tant que ça en fait, à peu près 25%, on ne pourra les qualifier que par le terme de ambigus. Donc, déterminer le situs auriculaire, comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce possible? Là, vous devriez me répondre par une seule, vous devriez me donner une seule réponse. Alors, quelle est la réponse? Vous pouvez me répondre par le chat. J'en profite pour répondre à la première question. Le terme isomérisme ne veut pas dire inversion. Le terme isomérisme veut dire, comme pour les bronches, qu'on a 2 structures identiques, mais en miroir l'une de l'autre par rapport à la ligne médiane. Par exemple, 2 bronches droites ou 2 bronches gauches, 2 poumons droits ou 2 poumons gauches. Inversion, c'est la normale, mais à l'envers, c'est le situs inversus. Donc, qu'est-ce que vous me répondez? Comment est-ce qu'on détermine? Voilà, l'auricule. Alors, l'auricule, ça, c'est la bonne réponse, théoriquement, puisque... Ah oui, quand je regarde le chat, ça, il y a un petit temps de latence. Je suis désolée. Il faut attendre que l'écran se débloque. Je vais essayer de laisser le chat tout le temps. Voilà, donc, comment peut-on déterminer le situs des oreillettes? Une seule réponse, effectivement, qui est, théoriquement, l'auricule, c'est-à-dire la morphologie de l'oreillette, la morphologie de l'auricule en tout cas. Et donc, ça, c'est la première réponse qui répond à la règle d'or. Normalement, l'auricule de morphologie droite, en fait, ce n'est même pas l'auricule, mais l'extension des muscles pectinés, qui est pathognomonique de l'oreillette de morphologie droite, avec les muscles pectinés qui s'étendent jusqu'à la croix du cœur. Ça, c'est la normale. Et à gauche, les muscles pectinés restent à l'intérieur de l'auricule. L'image en miroir, la voilà. Isomérisme droit, isomérisme gauche des muscles pectinés. Le problème, et là, ceux qui ont répondu la veine cave inférieure ont aussi raison, c'est que les muscles pectinés, on ne les voit pas dans la pratique clinique courante. On ne les voit pas ni au scanner, ni en écho, ni en IRM.
on ne les voit qu'en anatomie. Et il est un peu tard quand on a le cœur entre les mains. Donc, on est obligé de faire une entorse à l'analyse segmentaire qui est que, en fait, on ne va pas pouvoir se baser sur la morphologie interne des oreillettes, mais on va se baser sur ce qui arrive dans l'oreillette, c'est-à-dire la veine cave inférieure. Et la veine cave inférieure se draine toujours dans l'oreillette de morphologie droite. Alors, il y a d'autres repères, c'est l'anatomie du septum interauriculaire, mais souvent le septum interauriculaire manque. Dans les hétérotaxies, on a une oreillette unique. C'est aussi l'orifice du sinus coronaire qui s'ouvre toujours dans l'oreillette de morphologie droite, mais souvent aussi on a une absence totale de sinus coronaire et on ne peut plus distinguer son orifice. Et donc, encore une fois, les muscles pectinés, on ne les voit pas. Donc, c'est exactement ce que je vous disais. Alors, le situs auriculaire, on va se baser en clinique et en échographie, vous le savez, sur la veine cave inférieure qui se draine toujours dans l'oreillette de morphologie droite, sauf une exception qu'on a récemment publiée. Et quand on a une interruption de la veine cave inférieure, ce qui est là encore fréquent dans les hétérotaxies, on regarde les veines sus-hépatiques. Si elles se drainent d'un seul côté de l'oreillette, c'est l'oreillette de morphologie droite. Donc ici, des exemples sur des clichés anciens d'IRM. Le situs solitus, la veine cave inférieure est à droite du rachis, veine sus-hépatique, veine cave supérieure, oreillette de morphologie droite à droite. L'inverse, veine cave inférieure à gauche se draine dans l'oreillette de morphologie droite, donc, mais qui est située à gauche, situs inversus. Et là, vous avez un exemple parfait de situs ambigus, où on a une oreillette unique, deux veines sus-hépatiques, deux bouquets de veines sus-hépatiques qui se drainent dans l'oreillette commune de part et d'autre de la ligne médiane, deux auricules qui se ressemblent, mais qui sont un mix d'auricule droite et d'auricule gauche, et puis deux veines caves supérieures qui se drainent également dans l'oreillette commune. Là, on ne sait pas, on ne peut pas déterminer le situs. Donc, la jonction atrio-ventriculaire qui fait suite aux oreillettes, valve tricuspide et mitrale. Normalement, il y a un décalage des valves tricuspides et mitrales ici. Et puis aussi le septum vestibulaire et le septum d'admission. On a parlé de ces zones quand on a vu les CAV. Donc là encore, il faut analyser les valves de façon séparée, mais on s'aide quand même en pratique du fait que classiquement, le situs de la valve auriculo-ventriculaire correspond dans 90% des cas, ou même un peu plus, à celui du ventricule sous-jacent. Dans un ventricule de morphologie droite, on a une tricuspide, et dans un ventricule de morphologie gauche, on a une mitrale. On parle des alignements, avec des alignements possibles qui sont la concordance auriculo-ventriculaire, oreillette gauche, ventricule gauche, la discordance atrio-ventriculaire, oreillette gauche, ventricule droit, l'atrésie d'une des valves, le straddling d'une des valves auriculo-ventriculaires, c'est-à-dire que cette valve va s'ouvrir dans son ventricule d'origine, mais aussi à travers une CIV dans le ventricule contralatéral. Ventricule à double entrée, ventricule à entrée commune, ce sont les CAV, ventricule à sortie commune, par exemple les VDDI. Mais surtout, la règle d'or, c'est que chaque variable doit être définie par rapport à elle-même, et ça vaut pour les valves auriculo-ventriculaires. Je regarde car je pense qu'il y a une autre question. Quelle est l'exception où la valve ne suit pas le ventricule? Par exemple, un ventricule à double entrée, où on a les deux valves dans le même ventricule. Ou il y a des exemples rares, par exemple un straddling tricuspide extrême, où on a juste un petit morceau de tricuspide avec un pilier dans le ventricule droit. La valve tricuspide straddle à travers une CIV de lignette dans le ventricule gauche.
et s'étend tellement dans le ventricule gauche ou est resté dans le ventricule gauche, si bien que la mitrale ne s'est pas développée. Et donc, on a un petit bout de tricuspide dans le ventricule droit et la majorité de la tricuspide qui est dans le ventricule gauche. Donc, on n'a plus de mitrale. Mais ce sont vraiment des exceptions. On continue nos lettres. Deuxième lettre, c'est la lettre pour les ventricules. Donc là, c'est relativement simple. On n'a que deux possibilités. Il n'y a pas d'isomérisme ventriculaire et pas de situs ambigus ventriculaire. Soit la normale, c'est la déloupe. Le ventricule de morphologie droite est à droite, de morphologie gauche à gauche, et les lettres sont en référence à la boucle cardiaque qu'on a vue en embryologie. Donc D pour normal, L pour l'image en miroir, le situs inversus ventriculaire, on utilise la lettre L. Donc vous vous souvenez de la loupe, qui est la première manifestation de la symétrie gauche-droite chez l'embryon, avec donc cette boucle à convexité droite qui amène le ventricule droit à droite, le ventricule gauche à gauche. C'est donc la D comme dextro-loupe. Si la loupe se fait à l'envers, c'est-à-dire à gauche, le futur ventricule droit de morphologie droite, ici en orange, va se retrouver à gauche, le ventricule de morphologie gauche à droite. C'est donc la L-loupe. Les ventricules, on les reconnaît, on a appris à reconnaître les ventricules par leurs caractéristiques morphologiques. En échographie, la bande modératrice avant tout, le conus sous-pulmonaire, mais surtout la bande modératrice et les attaches septales de la valve auriculo-ventriculaire, alors que dans le ventricule de morphologie gauche, on n'a pas de conus, on n'a pas de bande modératrice, ni de bande tout court dans le ventricule, et on n'a pas d'attache de la valve auriculo-ventriculaire sur le septum, dont la surface est uniformément lisse. Et donc, vous voyez ici que même si ce ventricule est hypoplasique, situé à gauche, on reconnaît une bande modératrice, donc on sait que c'est le ventricule de morphologie droite. Alors que lui a une surface septale dénuée d'attache valvulaire, pas de bande musculaire à l'apex, c'est le ventricule de morphologie gauche. Ensuite, on a l'infundibulum, la jonction ventriculo-artérielle, qui comporte deux parties. Une partie proximale, c'est ce qu'on appelle l'ostium infundibuli, l'entrée, la bouche de l'infundibulum. Et puis, une partie distale, qui est impliquée dans les malformations conotroncales, avec le malalignement très fréquent du septum conal. Surtout, on a 4 types principaux de conus en fonction de l'artère qui est au-dessus. Normalement, le conus, l'entonnoir, l'infundibulum est sous-pulmonaire. Dans une transposition des gros vaisseaux, il est sous-aortique. Il peut être bilatéral, on va voir le schéma suivant. Donc bilatéral dans beaucoup de ventricules droits à double issue, en tout cas ceux qui sont tardifs par insuffisance de wedging, on en parlera tout à l'heure. Et on peut avoir une absence totale d'infundibulum, de conus, de muscles entre les valves auriculo-ventriculaires et ventriculo-artérielles. C'est ce qu'on observe dans le tronc artériel commun, par exemple. Donc ça, il faudra le décrire en plus des lettres. La dernière lettre, c'est celle qui concerne la position des gros vaisseaux par rapport à eux-mêmes, mais aussi par rapport au ventricule. Et c'est là que réside la difficulté et le fait que les gens ont du mal à utiliser l'analyse segmentaire parce qu'ils ne font pas l'effort de s'attarder sur les vaisseaux. Donc effectivement, pour déterminer la lettre qui correspond au gros vaisseau, il faut répondre à 2 questions au lieu d'une seule. La première, c'est est-ce que les vaisseaux sont au-dessus du bon ventricule, entre guillemets? Est-ce qu'ils sont normoposés, c'est-à-dire en concordance ventriculo-artérielle, c'est-à-dire qu'on a ventricule droit artère pulmonaire et ventricule gauche aorte, ou est-ce qu'ils sont autres que ça, c'est-à-dire mal posés ou transposés avec une discordance ventriculo-artérielle en cas de vaisseau transposé, et au moins un vaisseau qui n'est pas au-dessus de son ventricule normal dans les malpositions. Les malpositions artérielles, ça comporte la transposition des gros vaisseaux
mais aussi les ventricules droits à double issue et les ventricules gauches à double issue. Dans tous ces cas-là, l'aorte ou l'artère pulmonaire, ou les deux, sortent du mauvais ventricule et on va utiliser 3 lettres. Donc, en cas de vaisseau normoposé, concordance ventriculo-artérielle, VG aorte, VDAP et uniquement ça. On a 2 lettres possibles, la normale, et là on utilisera à nouveau S pour solitus. La normale, c'est que les vaisseaux se croisent et que la valve aortique est en arrière et à droite par rapport à la valve pulmonaire qui est en avant et à gauche. Ça, on l'a vu en anatomie normale. L'inverse de la normale, la valve aortique est toujours en arrière de la valve pulmonaire, mais cette fois, elle est à gauche de la valve pulmonaire qui, elle, est à droite. Les vaisseaux mal posés ou transposés, on va utiliser les lettres D, L et A en fonction de la position de la valve aortique par rapport à la valve pulmonaire. Soit cette valve aortique est à droite de la valve pulmonaire, on est en D malposition ou D transposition. Soit elle est à gauche de la valve pulmonaire et on est en L malposition. Soit, et c'est rare, les vaisseaux sont strictement antéro-postérieurs, la valve aortique est en avant de la valve pulmonaire, mais ni à gauche ni à droite, on utilise la lettre A. Vous remarquerez que dans ces lettres, on n'a pas dans la définition de D et L, on n'a pas de mention de la position antérieure ou postérieure de la valve aortique. Ça, il va falloir la rajouter. Soit la valve aortique est en avant de la valve pulmonaire, soit elle est en arrière, soit elle est côte à côte. Les 3 positions sont possibles dans les malpositions, les transpositions des gros vaisseaux. Donc voilà des exemples. Ici, un cœur normal, ventricule droit, artère pulmonaire, ventricule gauche, aorte. La valve pulmonaire est à peu près ici, elle est plus haute que la valve aortique, elle est à gauche de la valve aortique, qui reste à droite, et elle est en avant de la valve aortique. Et vous avez ici la représentation arrière-avant des valves pulmonaires et aortiques. Le situs inversus, c'est l'image en miroir de ça. Donc l'aorte reste en arrière, comme ici, au-dessus du ventricule gauche, c'est un situs inversus complet en l'occurrence, mais de la position des vaisseaux, on ne peut pas de la position des vaisseaux dire quelle est la position des ventricules. C'est quelque chose qu'on doit décrire à part, la position des vaisseaux. Donc là, on voit que les vaisseaux sont en position de situs inversus avec l'aorte en arrière et l'artère pulmonaire en avant, sauf que l'aorte est à gauche de l'artère pulmonaire. Ici, les malpositions ou transpositions, peu importe. Malposition, démalposition, c'est la plus fréquente. L'aorte est à droite de l'artère pulmonaire, la valve aortique est à droite de la valve pulmonaire, ici légèrement en avant. L malposition ou L transposition dans le cas présent. Donc là, VG artère pulmonaire, VD aorte qui est en avant et à gauche de la valve pulmonaire qui est à droite au-dessus du ventricule gauche situé à droite. Elle pourrait être en arrière là aussi. Il faut décrire en plus, avant ou arrière, en plus de la lettre. Et là, les vaisseaux antéro-postérieurs qui sont tellement rares que je n'ai pas d'image à vous montrer. Une question, est-ce que le situs inversus est considéré comme un isomérisme? On en parlera tout à l'heure dans les hétérotaxies. Ça dépend des auteurs. Pour Anderson, alors on ne peut pas parler d'isomérisme, mais bon, il intègre dans les hétérotaxies le situs inversus, ou bien sûr, dans le situs inversus, il n'y a pas d'isomérisme des auricules. On a vu le petit schéma d'Anderson tout à l'heure. Donc, non, le situs inversus n'est pas un isomérisme. Mais pour certains, il appartient aux hétérotaxies. Et pour d'autres, c'est la position française, non, il est à part.
Tout le monde a bien compris la différence entre malposition et transposition? Pas de questions là-dessus, c'est clair? Donc, vous avez maintenant les cardiotypes, les lettres en tout cas. Il va falloir déterminer le cardiotype, c'est-à-dire la séquence des lettres. Donc, vous avez à votre disposition 3 lettres pour les oreillettes, situs inversus, situs solitus, inversus, situs ambigus, 2 lettres pour les ventricules, D et L, et pour les gros vaisseaux, donc soit ils sont normoposés en concordance ventriculaire artérielle, soit ils sont mal posés, c'est-à-dire toute autre chose que concordance ventriculaire artérielle, VDDI, VGDI, transpo. Et là, vous utilisez les lettres D, L et A. Donc, là, vous allez travailler un petit peu. C'est plus difficile que dans l'amphi, mais je vous demande de me dire par le chat comment vous allez écrire l'analyse segmentaire d'un cœur normal. SDS, bravo. Tout le monde est d'accord? Moi, je suis d'accord en tout cas, donc c'est bien. Un cœur normal en situs inversus complet. Juste par exemple, un enfant avec un syndrome de Cartagena qui a donc une maladie des cils et qui est en situs inversus complet, ce qui est le cas de 50% des cartagénaires. Alors les oreillettes, personne ne me répond là? SDI, c'est quoi? Le situs inversus complet? Alors la réponse, c'est ça, c'est ILI. Bravo, ILI, c'est-à-dire situs inversus auriculaire, L-loop et vaisseau en situs inversus, mais normopposé. Donc si vous regardez vos lettres, ILI, c'est le miroir de SDS. Donc c'est relativement facile. Maintenant, vous allez me dire une transposition des gros vaisseaux dans sa forme habituelle. Bon, c'est-à-dire en situs solitus. Situs solitus, bon, ok, réponse. SDD, effectivement, puisqu'on est en situs solitus, donc situs solitus auriculaire, D-loop et D-transposition, D-malposition des gros vaisseaux. Pourquoi D et pas L? C'est pas faux de mettre L. Sauf que dans 95% des cas, c'est SDD à cause de ce qu'on appelle la règle de la loupe. Ça, pour des raisons embryologiques qu'on a expliquées quand on a fait l'embryo du cœur normal. Quand on est en D-loop, la partie droite de la voie d'éjection est la future aorte, la partie gauche est la future artère pulmonaire. Donc, si on a une transposition ou une malposition, naturellement, l'aorte restera à droite au-dessus du ventricule droit. À l'inverse, si on est en L malposition ou transposition, à ce moment-là, on aura une L malposition. Si on est une L loop, on aura une L malposition ou L transposition. OK, donc maintenant, la transposition des gros vaisseaux chez notre syndrome de Cartagena, c'est-à-dire en situs inversus complet.
Donc, ça commence par I. Allez-y, lancez-vous. ILD. ILL. Alors, pour la même, je viens donc de l'expliquer, la règle de la loupe. La règle de la loupe fait que ce sera le plus souvent ILL, le miroir de SDD, mais que dans 5% des cas, on a ILD, le miroir de SDL. OK, donc maintenant une double discordance auriculo-ventriculaire et ventriculo-artérielle, ce qu'on appelle aussi la transposition corrigée des gros vaisseaux, congénitalement corrigée des gros vaisseaux, en situs solitus. Donc discordance auriculo-ventriculaire et discordance ventriculo-artérielle. Pour l'instant, je ne vois pas trop la bonne réponse. Alors, il y en a une bonne réponse. SLL. Discordance atrioventriculaire en situs solitus. Ça veut dire qu'on est en situs solitus auriculaire et que du coup, on est en situs inversus ventriculaire, c'est-à-dire en L-loop. Donc SL. Ensuite, on a une discordance ventriculo-artérielle. Donc, on a à notre disposition les lettres D, L et A. À cause de la règle de la loupe, vous vous souvenez, L-loop, dans 95% des cas, on a une L malposition quand on a une malposition. Donc, la bonne réponse est SLL dans 95% des cas, SLD dans les 5% restants. SLI, non, parce que I, ça veut dire vaisseau inversé, mais en concordance ventriculo-artérielle. Donc ça existe, SLI. C'est très rare, mais ce n'est plus une double discordance. C'est une inversion ventriculaire isolée, une discordance atrioventriculaire isolée, puisque SLI, ça veut dire que le ventricule de morphologie droite est situé à gauche, le ventricule de morphologie gauche est situé à droite, du ventricule de morphologie droite situé à gauche va sortir l'artère pulmonaire et qui sera à droite de la valve aortique, et du ventricule gauche situé à droite va sortir l'aorte. Donc, c'est des connexions segmentaires extrêmement rares qu'on ne rencontre que dans les hétérotaxies. Mais effectivement, ça peut exister. Mais ce n'est plus une double discordance. Et la double discordance en situs inversus complet. Donc, ça commence par I. C'est le miroir de SLL. C'est pas SLS, je ne sais plus. IDD. C'est bien. Il y a plusieurs réponses IDD, c'est parfait. Je pense que quand je vous dis c'est le miroir de SLL, c'est beaucoup plus facile. Mais il faut que vous raisonniez comme ça. Donc IDD, et dans 5% des cas, ce sera IDL. OK, donc bravo. Du coup, on est bloqué. Voilà, juste un petit exercice, mais c'est compliqué parce qu'on perd un peu de temps avec
regarder, enfin, c'est pas qu'on perd du temps, mais c'est long de regarder la discussion. Donc là, vous avez un petit cœur de fœtus. Vous avez la droite, vous avez la gauche. Vous voyez que la pointe du cœur est à droite. Ici, c'est l'IVA. Ici, ce sont les auricules, situés à droite, situés à gauche. Les ventricules séparés par l'IVA, le sillon interventriculaire, et les vaisseaux. Là, c'est l'aorte, avec les vaisseaux du cou. Là, c'est l'artère pulmonaire qui se continue par le canal. Donc, chez le cœur, quand on examine un cœur de fœtus, d'autant plus que le fœtus est jeune, que donc le cœur est très petit, on va essayer de déduire le maximum de choses de l'observation externe avant d'ouvrir et d'abîmer le cœur. Donc, si vous regardez là les auricules, déjà leur forme externe, est-ce que vous pouvez me dire lequel est de morphologie droite, lequel est de morphologie gauche, et donc quel est le situs auriculaire? Quel est le situs des oreillettes? S, I ou ambigus? L'auricule de morphologie gauche est à droite, effectivement, c'est donc I. Voilà. C'est un gros auricule, une grosse auricule triangulaire, alors que là, c'est une auricule plus petite, en doigt de gant, crénelée, effectivement. Et si on retournait le cœur, on verrait que la veine cave inférieure va bien dans l'oreillette située à gauche, et donc on est bien au situs inversus. Oreillette de morphologie droite, oreillette de morphologie gauche. Les ventricules maintenant. Vous avez un ventricule à droite, un ventricule à gauche. Quelle est la lettre? Comment sont ces ventricules? L-loop. Effectivement. Regarde l'autre conversation. VG à gauche, donc L-loop. Oups. Je suis allée trop vite. Vous avez la réponse ensuite. Donc, VG à gauche. VG à gauche? Non, VD à gauche. Ça, c'est le ventricule de morphologie droite qui est triangulaire. Lui, il est en banane. C'est le ventricule gauche. Ça, c'est le ventricule droit, de morphologie droite situé à gauche. Donc, on est bien en L-loop. Et là, donc, on a dit que c'était l'artère pulmonaire et le canal. Je vous aide parce que ce n'est pas toujours évident. Et là, c'est l'aorte avec ses vaisseaux qui se continuent par l'ordre descendante. Donc, quelle est la troisième lettre? La troisième lettre est effectivement I, puisque les vaisseaux sont en concordance ventriculo-artérielle et que l'aorte est toujours en arrière, donc les vaisseaux se croisent, elle sort du ventricule gauche, l'artère pulmonaire sort du ventricule droit, et du coup, la valve aortique est en arrière et à gauche de la valve pulmonaire. Donc, en fait, c'était juste, entre guillemets, un situs inversus complet. Mon écran s'est rebloqué. L'aorte postérieure. Donc, ILI, en fait. Voilà. Pour finir, le concept de chiralité. Il y a des situations, en particulier les ventricules supéro-inférieurs et les criss-cross, qui vont souvent ensemble, où on ne peut plus dire les ventricules supéro-inférieurs, on ne peut pas dire si un ventricule est à droite et l'autre est à gauche.
Et là, on est obligé d'utiliser les mains avec la convention qu'on met la paume de la main sur le septum et que le pouce représente l'admission, l'inlet, et les doigts représentent l'éjection, la outlet. Donc, vous avez à gauche de l'écran ici un ventricule de morphologie droite avec la tricuspide et l'artère pulmonaire. Donc, vous pouvez mettre sur ce ventricule de morphologie droite la paume de la main droite avec le pouce qui est dans la tricuspide, les doigts dans l'artère pulmonaire. Si vous essayez de mettre la main gauche, ça ne marche pas. Les doigts, on peut toujours les mettre dans l'artère pulmonaire, mais le pouce est dans l'espace. De la même façon, dans un cœur normal, c'est la main gauche qu'on pose dans le ventricule gauche avec le pouce dans la mitrale et les doigts dans la main. Si on met la droite, ça ne marche pas. Donc, main gauche, dans un ventricule, alors, il faut choisir, déterminer le type morphologique d'un des deux ventricules, où vous pouvez voir l'entrée et la sortie, et vous posez la paume d'une main. Si dans un ventricule de morphologie droite, c'est la main droite que vous arrivez à mettre avec les conventions qu'on vient de dire, droite sur droite égale déloupe, gauche sur gauche égale déloupe. Par contre, droite sur gauche ou gauche sur droite égale L-loupe. Ça sert par exemple dans un cœur en ventricule supéro-inférieur et criss-cross. Vous voyez ce cœur ici qui est en dextrocardie. La sonde ici est posée, alors ça c'est le petit ventricule de morphologie droite, voilà, le grand ventricule de morphologie gauche. La sonde ici traverse, la sonde passe dans l'oreillette droite, traverse la tricuspide qui est ici et passe dans le ventricule droit. L'autre sonde est dans l'oreillette gauche, traverse la mitrale qui est dans cette orientation et va dans le ventricule gauche inférieur. Là, vous ne pouvez pas me dire si le ventricule droit est à droite ou à gauche du ventricule gauche. C'est impossible. Donc, on va mettre les mains. Et ici, vous avez les vaisseaux. Ça, c'est l'artère pulmonaire. Et là, c'est l'aorte en L malposition. C'est exactement ce schéma. Vous pouvez mettre dans le ventricule de morphologie droite, qui est au-dessus, la main droite avec le pouce dans la tricuspide et les doigts dans les voies d'éjection, puisque c'est un ventricule droit à double issue, comme ici. Bon, c'est un peu compliqué sans montrer un film ou plus de photos. On peut aussi faire ça sur l'angiographie, par exemple. Là, on a vu sur une incidence précédente, on a injecté dans la veine cave inférieure qui est à droite. On sait qu'on est en situs solutus. On a une entrée ici, un ventricule et un ventricule. Ça, c'est le ventricule de morphologie gauche. On n'a pas de bande modératrice, pas de grosse trabéculation. Et ça, c'est le ventricule de morphologie droite. On pense que lui, il est à gauche, mais on n'est pas très sûr parce que les ventricules sont quand même pas mal supéro-inférieurs. Donc là, on entre de l'oreillette droite dans le ventricule de morphologie gauche, d'où sort l'artère pulmonaire. Et là, on est dans le petit ventricule de morphologie droite, d'où sort l'aorte. Donc, quelle est l'analyse segmentaire? S. On va essayer de mettre la main sur le septum. Et là, c'est la main droite qu'on va pouvoir mettre avec le pouce dans l'admission, les doigts dans l'éjection. Vous ne pouvez pas voir ma main, mais vous pouvez essayer. Et donc, ce sera un ventricule unique, bien sûr, hein, à double entrée, puisque là, c'est minuscule, SLL. Bon, ça, c'est un peu difficile, surtout en distanciel. Est-ce que vous avez compris? Bon, je ne sais pas, personne, mais j'imagine que c'est vraiment dur. Donc, vous retravaillerez ça tranquillement. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir de l'analyse segmentaire?
que, bien sûr, il faut connaître son anatomie du cœur normal, ça on l'a déjà vu, hein, c'est indispensable, parce qu'on se base sur la morphologie pour déterminer l'analyse segmentaire. Et donc, les ventricules en particulier doivent être analysés en fonction de leurs caractéristiques morphologiques propres. Quand vous avez un patient, un vrai, pas un cœur, c'est pareil en écho, c'est pareil en angio, en tout, vous allez utiliser cette analyse segmentaire et donc vous allez analyser chaque segment indépendamment les uns des autres. Et donc, l'exception à l'analyse segmentaire que constitue la veine cave inférieure comme marqueur du cyclus auriculaire. Ok, pas d'autres questions. On va juste attendre que ça se débloque pour continuer. Malposition versus transposition, pendant le temps que ça se débloque. Donc, malposition, c'est le fait qu'un des deux gros vaisseaux n'est pas au-dessus de son ventricule normal. Par exemple, un ventricule droit à double issue, qui est une malposition de l'aorte. Dans le ventricule droit à double issue, les deux vaisseaux sont de façon prédominante au-dessus du ventricule droit. Pour l'artère pulmonaire, c'est normal. Pour l'aorte, ce n'est pas normal. Même chose pour le ventricule gauche à double issue, où là, c'est l'artère pulmonaire qui est mal posée, au-dessus du ventricule gauche. En revanche, la transposition des gros vaisseaux, les deux vaisseaux sont mal posés, si on peut dire, puisque le ventricule droit donne naissance à l'aorte et le ventricule gauche donne naissance à l'artère pulmonaire. Donc, si on utilise la théorie des ensembles, les malpositions, la transposition des gros vaisseaux n'est qu'un sous-groupe des malpositions des gros vaisseaux. On pourrait dire que c'est une double malposition. Est-ce que c'est plus clair? Bon, mon écran est bloqué du coup. OK. Je ne sais pas vraiment ce qui bloque l'écran. On va essayer d'utiliser simplement pas les questions-réponses, mais la discussion. Je pense que ça va être plus simple. Je vous demande une seconde, je départage mon écran et je vais réactiver. Donc, on essaye maintenant d'utiliser la discussion, voir si ça marche mieux. Et je vais repartager mon écran. Voilà, donc la conversation, discussion, et ça a l'air de marcher. On peut, non, oui, si, c'est bon. Donc, cardiopathie complexe, on va commencer par les cardiopathies dites conotroncales. Et on continuera, on fera une pause à la fin des cardiopathies conotroncales. Et ensuite, on reprendra pour le reste la transposition, les anomalies de retour veineux, les ventricules uniques, et on finira par les hétérotaxies. Donc, qu'est-ce que les cardiopathies conotroncales? C'est ce qu'on appelle aussi des cardiopathies de la crête neurale et du second champ cardiaque antérieur sur le plan embryologique. On en a parlé quand on a vu l'embryologie. Et ça fait partie, avec la transposition des gros vaisseaux, des cardiopathies de la voie d'éjection.
Donc, origine embryologique différente, mais anatomie, en tout cas, la zone du cœur qui est atteinte, c'est la même, c'est la voie d'éjection. Les cardiopathies conotroncales, c'est-à-dire de la crête neurale et du second champ cardiaque antérieur, sont des anomalies de la rotation de la valve aortique. Ce sont des anomalies du wedging. Et comme on l'a vu encore une fois quand on a fait l'embryologie, vous vous souvenez qu'elles comportent toutes la même CIV, qui est une CIV de l'outlet, de la voie d'éjection. Donc, quand on regarde ce petit schéma, on a ici le cœur normal. Plus le wedging est incomplet, plus la cardiopathie est sévère. Wedging un peu incomplet, avec le septum conal qui reste au-dessus du ventricule droit, qui est mal aligné de façon antérieure, avec une CIV de la voie d'éjection isolée. Un peu plus, si le wedging est un peu plus incomplet, on a la tétralogie de Fallot, ou l'atrésie pulmonaire à septum ouvert, qui est le Fallot avec atrésie pulmonaire. Et quand il n'y a pas de wedging du tout, c'est le tronc artériel commun. À l'inverse du spectre, quand on a un wedging excessif, le septum conal ne s'arrête pas au-dessus du Y de la bande septale, mais continue vers le ventricule gauche, se retrouve mal aligné de façon postérieure sous l'aorte, et on a une interruption de marge de type B ou une coarctation. Donc, toutes ces cardiopathies sont ce qu'on appelle les cardiopathies conotroncales, dont le principe de base est le défaut de migration des cellules de la crête neurale. On va commencer par le plus compliqué, ce sont les ventricules droits à double issue. La seule valable, reconnue internationalement, c'est un type de relation ventriculo-artérielle, de connexion ventriculo-artérielle, dans laquelle les deux gros vaisseaux sortent de façon entière, complète ou prédominante du ventricule de morphologie droite. Donc, la règle des 50%, la discontinuité mitro-aortique ou mitro-pulmonaire, conus bilatéral, le septum conal au-dessus du ventricule droit, tout ça, on ne peut pas s'en servir. Hein, c'est 50% pour un Fallot et 55% pour un VDDI. Ça ne répond à rien de clinique. Prédominante, ça veut dire au moins 80% si on devait faire des pourcentages. Donc, c'est vraiment prédominante, au-dessus du ventricule droit. Et par nature, le septum conal va rester bien sûr au-dessus du ventricule droit, ne sera pas entre les deux branches du Y. En fonction du type de développement de la voie d'éjection, on aura deux types de VDDI. On aura d'abord les VDDI qui surviennent très tôt, au stade du early looping ou de la convergence, puisque à ce stade, vous vous souvenez qu'on a tous un ventricule droit à double issue, puisque la voie d'éjection est entièrement au-dessus du futur ventricule de morphologie droite. Au stade de convergence, on a toujours un ventricule droit à double issue. La voie d'éjection n'est pas formée. Il faudra la rotation de la valve aortique pour s'encastrer entre mitral et tricuspide, ce qu'on appelle le wedging, pour que la voie d'éjection se forme et que on ait des vaisseaux qui se croisent, VDAP avec un conus sous-pulmonaire, VGA avec une continuité fibreuse mitro-aortique. Si le wedging s'arrête en cours de route, si la valve commence sa rotation et s'arrête là, par exemple, vous voyez bien qu'elle sera encore au-dessus du ventricule droit, entièrement au-dessus du ventricule droit. Et elle ne va pas s'encastrer ici. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle les VDDI tardifs. Là, ce sont les VDDI précoces. Mais dans les VDDI tardifs, on a deux sous-catégories en fonction de comment se forme la voie d'éjection. Par rotation de la valve aortique, c'est la normale, ou sans rotation. Et là, c'est le type transposition des gros vaisseaux, où on aboutit à VD aorte au-dessus d'un conus sous-aortique, VGAP avec continuité fibreuse mitro-pulmonaire. Si l'artère pulmonaire s'arrête en cours de route, on aura un ventricule droit à double issue. Les deux vaisseaux resteront au-dessus du ventricule droit avec une CIV qui sera sous-pulmonaire. C'est ce qu'on appelle les VDI de type transposition.
Donc, en résumé, le ventricule droit à double issue résulte toujours d'un arrêt dans le développement cardiaque normal, soit précoce, au stade de early looping ou au stade de la loupe, en général parce que le ventricule gauche ne grandit pas et on a un VDDI obligatoire, soit tardif, au stade du wedging, au stade de la rotation, de l'absence de rotation de la voie d'éjection. Dans ces cas-là, on aura toujours une CIV de la voie d'éjection et on aura souvent un conus bilatéral. Ça répond à la classification de Van Praag en 1988 qui parlait de façon anatomique de groupe 1, groupe 2, groupe 3. Le groupe 1, c'est ce qui correspond maintenant au VDDI tardif par insuffisance de wedging. Le groupe 2, VDDI précoce, qui comporte effectivement des hypoplasies ventriculaires et des valves auriculo-ventriculaires. Et puis le groupe 3, ce sont les VDDI dans les hétérotaxies, et c'est fréquent le VDDI dans les hétérotaxies. Dans les VDDI précoces, donc deux sous-groupes, ceux qui sont associés aux hétérotaxies, et la CIV, dans ce cas, ne sera jamais de la voie d'éjection dans les VDDI précoces. Et on aura des malformations associées qui sont en particulier le canal atrioventriculaire et des anomalies des retours V. Un tout petit peu plus tard, ce sont les VDDI précoces par défaut de convergence. La CIV est la même, c'est-à-dire jamais de la voie d'éjection, mais soit de ligne nette, soit musculaire, soit rarement centrale périmembraneuse. Et on aura des anomalies de développement du ventricule gauche et de la mitrale. Quant au VDDI tardif, il y a aussi deux sous-groupes. Le wedging est incomplet, la CIV sera toujours de la voie d'éjection, au contraire des VDDI précoces. Deux mécanismes, soit l'insuffisance de rotation, et ce sera un VDDI avec CIV sous-aortique ou d'oblicomiteux, proche, donc c'est pour ça que les chirurgiens appellent ça de type CIV, ou de type phallo, s'il y a une sténose sous-pulmonaire. Et la deuxième catégorie, c'est le VDDI tardif par absence de rotation, VDDI avec CIV sous-pulmonaire qui se rapproche physiologiquement de la transposition des gros vaisseaux et qui va faire intervenir le second champ cardiaque, mais aussi la latéralité. Ceci est confirmé par les malformations associées, en particulier la position des coronaires. Dans un cœur normal, la coronaire droite est là, la coronaire gauche est là. Dans un VDDI avec CIV sous-aortique, donc par insuffisance tardive, par insuffisance de rotation, l'écart, le vecteur entre coronaire droite et coronaire gauche est le même, mais il y a une malposition de ce vecteur avec la coronaire droite qui est beaucoup plus antérieure et la gauche plus postérieure. Dans la transposition des gros vaisseaux, les coronaires sont bien sûr comme ça, dans la coronaire droite ici, la coronaire gauche ici, et on retrouve la même position des ostia coronaires dans le ventricule droit double issue avec CIV sous-pulmonaire quand la aorte est antérieure au côte à côte. D'autre part, la fente mitrale de type voie d'éjection et le straddling mitral se voient dans les transpositions des gros vaisseaux et dans les VDDI uniquement avec CIV sous-pulmonaire. Donc, il y a bien une parenté entre ces anomalies et ce schéma que j'ai rajouté aujourd'hui, qui n'est pas donc dans le cours que vous avez, où on a d'un côté les cardiopathies conotroncales de la crête neurale cardiaque et du second champ cardiaque antérieur. Et ça, c'est le premier schéma que je vous ai montré, qui va du cœur normal à l'interruption de marche quand la rotation est excessive, et jusqu'au tronc artériel commun quand la rotation est incomplète, en passant par le VDDI avec CIV sous-aortique. Et puis là, une ligne, il n'y a pas du tout de rotation à la voie d'éjection, et on peut continuer le spectre avec le VDDI avec CIV sous-pulmonaire et la transpo à l'autre extrémité du spectre.
Donc, les classifications des VDDI, ça c'est les classifications embryologiques qui correspondent à des définitions anatomiques, à des réalités anatomiques, la position de la CIV et la position des coronaires et d'une éventuelle cleft. La classification de Lev en 1972 décrivait 4 types de ventricules droit à double issue selon la position de la CIV par rapport au gros vaisseau, selon la direction du flux sanguin à travers cette CIV. Soit le flux sanguin allait directement dans l'aorte, CIV sous-aortique, directement dans l'artère pulmonaire à travers la CIV, CIV sous-pulmonaire, directement dans les deux vaisseaux, CIV d'oblicomitode, ou directement dans aucun des gros vaisseaux, CIV non-comitode. 20 ans plus tard, de la Cruz, qui est une anatomiste espagnole, a tenté de simplifier ceci en disant que la position de la CIV allait découler de la relation des gros vaisseaux entre eux. La relation des gros vaisseaux entre eux, encore une fois, on l'a dit tout à l'heure, le ventricule 3 est une malposition, fait partie des malpositions, mais une malposition qui ne concerne que l'aorte, parce que l'aorte donc, peut être soit à droite, quasiment toujours à droite, pour des raisons embryologiques, elle peut être postérieure, un peu moins postérieure, côte à côte, ou antérieure à l'artère pulmonaire. Elle peut même être à gauche, comme ici, SDL. Vous voyez sur ces différents cœurs que l'artère pulmonaire, sauf ici, est toujours à sa place au-dessus du ventricule droit, au-dessus de l'infundibulum. C'est l'aorte qui bouge autour de l'artère pulmonaire. En réalité, la CIV, la position de la CIV est totalement indépendante de la relation des gros vaisseaux entre eux. Et la position des vaisseaux ne permet jamais de prédire la localisation de la CIV. Il faut donc oublier totalement la règle de la Cruz qui s'appliquait au VDDI tardif. La position de la CIV va conditionner la réparation chirurgicale, donc c'est elle qu'on doit dire, qu'on doit décrire au chirurgien avant toute chose et avant même la position des gros vaisseaux. Donc voilà un petit tableau qui va vous permettre de mieux vous y retrouver. Qu'est-ce qui va déterminer la position committed, le commitment de la CIV à l'un ou l'autre ou les deux vaisseaux? En fait, c'est la position du septum conal. Sur ce schéma, vous avez l'oreillette droite, le ventricule droit avec le Y de la bande septale, la CIV ici, de la voie d'éjection entre les deux branches du Y de la bande septale. Quand le septum conal est positionné sur la branche antérieure du Y, un peu comme dans un falot, le flux provenant du ventricule gauche à travers la CIV va aller naturellement dans l'aorte. Il ne peut pas aller dans la pulmonaire directement puisqu'il en est empêché par le septum conal ici. Donc c'est ça que ça veut dire sous-aortique dans un VDDI. Ça ne s'applique qu'au VDDI. Le flux va directement du ventricule gauche dans l'aorte. Et ici, en fonction de la déviation ou non du septum conal, on aura un VDDI de type Fallot avec sténose sous-pulmonaire et CIV sous-aortique, ou un VDDI de type CIV sans sténose pulmonaire avec une CIV sous-aortique. Donc tout dépend de la position du septum conal. Lorsqu'il est positionné au contraire en arrière sur la branche postérieure du Y, la CIV va être sous-pulmonaire. Le flux va directement dans l'artère pulmonaire. Il ne peut pas aller dans l'aorte à cause du septum conal. Ça, ce sont les VDDI de type transposition des grands vaisseaux. Et quand il n'y a pas de septum conal, mais que s'il y en avait un, et des fois il y en a un quand même musculaire, il est situé au milieu de la CIV, sans relation avec l'une ou l'autre des branches du Y. Là, on dit que la CIV est d'oblicomitode, parce que le G de la CIV se dirige indifféremment dans l'un ou l'autre des gros vaisseaux. Dans les CIV précoces, dans les VDDI précoces, la CIV est non-committed. Elle est soit dans l'innette, soit musculaire, soit exceptionnellement centrale périmembraneuse. Le septum conal est en place. Vous voyez que dans ce cas, si on a en couleur le flux
à travers la CIV, même dans une CIV périmembraneuse, le flux va être dirigé perpendiculairement au septum. Et il va être très loin des vaisseaux. Et il ne se dirigera jamais directement vers l'un ou vers l'autre. C'est la définition de non-committed, non relié au vaisseau. Donc, comment allez-vous décrire un VDDI au chirurgien? Vous allez faire le diagnostic de ventricule droit à double issue. Les deux vaisseaux naissent de façon prédominante ou entière au-dessus du ventricule droit. Vous allez décrire la localisation de la CIV, si elle est committed ou non. Vous allez donner l'analyse segmentaire en rajoutant si l'aorte est antérieure, postérieure et côte à côte par rapport à l'artère pulmonaire. Vous allez rechercher des sténoses sous-aortiques ou sous-pulmonaires, des anomalies des valves auriculo-ventriculaires, en particulier des fentes de la mitrale, et des anomalies des ventricules ou des retours veineux. Et ça, ce sera pour les VDDI précoces. Et donc, il est fondamental de décrire le VDDI de façon tout à fait analytique, en commençant toujours par la localisation de la CIV qui va déterminer le geste chirurgical. Si c'est une CIV sous-aortique, ce sera une cure de une fermeture, une tunnelisation VG aorte en fermant la CIV et ou une ouverture de la voie VDAP s'il y a une sténose sous-pulmonaire. Quand il y aura une CIV sous-pulmonaire, on fera un switch artériel avant de tunneliser le VG à la néo-out. Avez-vous des questions? Donc, est-ce que vous pouvez plutôt utiliser la discussion plutôt que les questions-réponses, s'il vous plaît, pour poser vos questions, parce que ça va encore bloquer l'écran. Je pense qu'il y a une question supplémentaire, mais je n'ose pas ouvrir. Vous utilisez le chat dans la discussion. Pas de questions sur les VDDI? OK. Donc, du coup, on continue. On a quelques exemples de VDDI. VDDI avec CIV sous-aortique, vous voyez le schéma et vous voyez ma sonde représentée par la flèche qui va en dessous du septum conal dans la aorte qui est là. Il ne peut pas aller vers l'artère pulmonaire. Et là, c'est pour vous montrer ce qu'on entend par discontinuité mitro-aortique ou conus sous-aortique. Là, le conus se confond avec le septum conal, il est sous-pulmonaire, mais on a ici du muscle entre la mitrale et l'aorte. C'est la discontinuité mitro-aortique, le synonyme étant conus sous-aortique. Est-ce que je vois qu'il y a deux questions, mais si vraiment ce serait bien que vous les posiez sur l'espace discussion, s'il vous plaît. Ici, on a toujours une CIV sous-aortique, mais quand vous regardez les vaisseaux, CIV aorte, septum conal, artère pulmonaire, les vaisseaux sont quasiment côte à côte. Donc, la position des vaisseaux, on s'en fiche. Là, les vaisseaux sont carrément côte à côte. C'est ce qu'on appelle la malformation de Taussig-Bing, avec une CIV de la voie d'éjection qui est sous-pulmonaire. Le septum conal est là, l'aorte est là. Vous voyez que le septum conal est en lien avec la branche postérieure du Y. La définition de l'anomalie de Taussig-Bing, c'est VDDI avec CIV sous-pulmonaire et vaisseau côte à côte. Et là, vous avez la voie sous-aortique de l'autre côté du septum conal. Mais vous voyez que dans ce cœur où l'aorte est clairement postérieure, à droite et en arrière de l'artère pulmonaire, la CIV est néanmoins sous-pulmonaire, parce que le septum conal est là, attaché sur la branche postérieure du Y de la bande septale, et que du coup, le flux va dans la baie. Donc, la position des gros vaisseaux entre eux n'a aucune importance. Ici, un exemple de CIV doubly committed, où vous avez un vestige de septum conal fibreux qui est au milieu de la CIV. Et donc, le sang va à la fois dans la aorte et à la fois dans l'artère pulmonaire.
doubly committed. Et là, des exemples de CIV non committed à distance des gros vaisseaux, centrale périmembraneuse, vous voyez que la sonde est perpendiculaire au septum et que le flux ne va pas directement ni dans la aorte ni dans l'artère pulmonaire qui est ici. Pareil pour une CIV musculaire. Pareil pour une CIV d'admission quand on a un CAV, un strading tricuspide associé. La discussion ne marche plus. Bon, on va faire question-réponse, mais en espérant que... En plus, c'est très long de passer à travers toutes les questions et je n'y arrive pas. Donc, essayez d'utiliser la discussion, s'il vous plaît. Pourquoi il y a une CIV dans le VDDI? Il y a presque toujours une CIV dans le VDDI. Pour les VDDI de type tardif, je vais utiliser les schémas. Pour les VDDI de type tardif, la CIV est obligatoire puisque le septum conal est resté au-dessus du ventricule droit. Il ne s'est jamais fusionné avec le Y de la bande septale. C'est comme dans les tétralogies de Fallot, comme dans les CIV par malalignement du septum conal. La CIV est totalement obligatoire, elle fait partie intégrante du mécanisme de la cardiopathie dans le ventricule droit double issue de type tardif. Dans le VDDI de type avec CIV de type non-committed, VDDI précoce, la CIV, il y a de très rares cas de VDDI sans CIV, en particulier quand on a une atrésie mitrale. Mais c'est l'exception. Et si on n'a pas de CIV, c'est quand même compliqué. Il faut une CIV obligatoire. On se retrouve avec l'équivalent d'un ventricule unique. Donc, la majorité des VDDI ont une CIV, effectivement. On continue par la tétralogie de Fallot et ses variantes, qui sont le Fallot avec atrésie pulmonaire et le Fallot avec agénésie des valves pulmonaires. Voilà. Là, ça vient de marcher, les questions. Sauf que c'est très long de les voir. Alors, dans le VDDI, on a toujours une aplasie gauche, mitrale et ventricule gauche. Non, dans les VDDI de type précoce, ça arrive. C'est pas obligatoire, enfin, c'est pas aplasie, c'est hypoplasie. On a souvent ça dans les VDDI de type précoce, mais pas dans les VDDI de type tardif, qui ne sont que des anomalies de la voie d'éjection et pas des ventricules. Si la CIV est sous-pulmonaire alors que l'artère pulmonaire reste antérieure, pour la chirurgie, il faudra quand même faire le switch avant la tunnelisation. Oui, bien sûr, parce que si vous tunnelisez le ventricule gauche au vaisseau le plus proche, vous faites ventricule gauche, artère pulmonaire, l'aorte reste au-dessus du ventricule droit, vous allez transformer votre VDDI avec CIV sous-pulmonaire en transposition des gros vaisseaux, ça va très mal se passer. Pour la CIV non-committed, la plupart du temps, effectivement, on est obligé de faire une chirurgie univentriculaire quand bien même on a deux beaux ventricules parce qu'on ne peut pas tunnéliser ou l'aorte est beaucoup trop loin et ça ferait une tunnélisation beaucoup trop longue. Dans quelques rares cas, en particulier quand on a une CIV de ligne nette, un CAV, qui se continue par une CIV de la voie d'éjection, donc sous-aortique ou sous-pulmonaire, ça dépend des cas, on peut tunnéliser. Donc, c'est pas, il y a une possibilité parfois de réparation. On ne peut pas créer une CIV sous-artérielle, mais si elle est confluente avec une CIV d'admission, on arrive à tunnéliser, à faire une réparation sur deux ventricules. Mais il faut bien garder à l'esprit que oui, dans au moins la moitié des cas, et probablement plus,
on ne pourra faire que la chirurgie univentriculaire. Et voilà, l'écran est rebloqué. Donc, heureusement, il s'est bloqué sur la tétralogie de Fallot. Donc, la tétralogie de Fallot, vous savez que c'est l'association décrite par le professeur Fallot en 1800 et quelques, 88 je crois, d'une CIV, d'une dextroposition aortique, d'une sténose sous-pulmonaire et d'une hypertrophie ventriculaire droite. Van Prague disait qu'on pourrait appeler la tétralogie de Fallot monologie de Fallot, puisque tout découle d'un seul déterminant qui est la déviation antérieure et l'hypoplasie fréquente du septum conal qui reste au-dessus du ventricule droit, ici, qui est dévié en avant. Donc, si le septum conal n'est pas arrivé jusqu'au Y de la bande septale, on a obligatoirement une CIV qui sera toujours une CIV de la voie d'éjection, comme dans toutes les cardiopathies conotroncales. Le malalignement du septum conal et sa déviation antérieure créent la sténose sous-pulmonaire. Et le fait que le wedging ne soit pas fini, que le septum conal soit resté là, fait que si la valve aortique est bien au contact de la mitrale, elle n'est pas suffisamment descendue et l'aorte reste à cheval entre les deux ventricules. C'est ce qu'on appelle la dextroposition aortique. Quant à l'hypertrophie ventriculaire droite, elle est secondaire à la sténose sous-pulmonaire et ne se voit qu'après la naissance. Elle n'existe pas chez le fœtus. Bon, on est rebloqué. Je départage mon écran. Je le repartage. Il y a quand même quelqu'un qui utilise la discussion, donc on peut vraiment le faire. Donc ici, vous avez un cœur avec une tétralogie de Fallot. Les ventricules, on est en situs solitus. Les ventricules sont en position normale. Les vaisseaux se croisent, preuve que le wedging est déjà bien avancé, mais il n'est pas totalement terminé. L'aorte est trop à droite, c'est le même cœur. L'aorte est trop à droite par rapport à l'artère pulmonaire. Elle est dextroposée. Elle est à cheval entre les deux ventricules. L'artère pulmonaire est antérieure et gauche, et elle est souvent beaucoup plus petite. Quand on regarde cet autre spécimen, vu par le ventricule droit, on a ouvert le ventricule droit. Ça, c'est une courbe de scanner qui correspond vraiment à la même vue anatomique. Vous avez la CIV entre les deux branches Y de la bande septale, ici et ici. Là, on voit beaucoup mieux l'aorte que sur le spécimen. Elle est dextroposée, clairement. Il y en a la moitié qui est au-dessus du ventricule droit, la moitié au-dessus du ventricule gauche. Et ici, vous avez la voie d'éjection droite avec le septum conal qui est clairement mal aligné en lien avec la branche antérieure du Y. Il n'est pas là, il devrait être là. Il est dévié en avant, ce qui fait qu'il crée l'obstacle à la voie d'éjection qui est ici, avec un infundibulum qui est court et étroit. Du fait de la rotation incomplète, les coronaires ne vont pas être en situation tout à fait normale. Ça, c'est le cœur normal, la droite et la gauche. Dans le Fallot, il va y avoir une rotation inverse, un défaut de rotation, en fait, du vecteur des coronaires avec l'artère coronaire droite qui est trop antérieure, l'artère coronaire gauche qui est plus postérieure. Comme la coronaire droite est plus antérieure, l'IVA, quand elle se construit dans le sillon interventriculaire, aura tendance, et ça se produit dans 5 à 10% des cas de tétralogie de Fallot, à passer, toute la coronaire gauche, à passer en avant de l'infundibulum pour se connecter à la coronaire droite. Et là, le chirurgien, s'il ouvre l'infundibulum va couper la coronaire gauche.
Donc, cette anomalie est fréquente, il faut la rechercher pour décrire, chercher une anomalie coronaire pour la décrire en chirurgie. La forme anatomique la plus fréquente de la tétralogie de Fallot, c'est la tétralogie de Fallot avec atrésie pulmonaire, qu'on appelle en France l'atrésie pulmonaire à septum ouvert, qui n'est pas une bonne dénomination, puisqu'on peut avoir un ventricule à double entrée unique avec atrésie pulmonaire, par exemple. Et il y a une CIV, ça n'en fait pas une abso. L'abso, c'est la tétralogie de Fallot avec atrésie pulmonaire. À l'intérieur du cœur, c'est toujours la même CIV entre les deux branches du Y. C'est toujours la déviation antérieure du septum conal, mais beaucoup plus marquée dans l'abso, avec cette valve pulmonaire ici qui ne s'est jamais formée. Et très souvent s'ajoutent aux anomalies intracardiaques qui sont celles d'un Fallot, des anomalies des artères pulmonaires, des branches des artères pulmonaires, du tronc et des branches, avec une hypoplasie. Et si les branches sont hypoplasiques, des MAPK qui alimentent les deux poumons, des collatérales entre l'aorte descendante et les artères pulmonaires intrapulmonaires. Donc, l'abso est une anomalie intracardiaque. L'association d'une anomalie intracardiaque, c'est un Fallot, et une interruption du développement embryonnaire normal des artères pulmonaires centrales qui dérive du sixième arc aortique comme le canal artériel. Cette interruption est plus ou moins marquée. Si elle est très marquée, très sévère, on aura des toutes petites artères pulmonaires, d'où la nécessité d'une circulation de suppléance aortopulmonaire. Ici, un exemple de tétralogie de Fallot avec atrésie pulmonaire. Vous voyez ici dans le ventricule droit le septum conal. Ici, l'atrésie, on a un tronc minuscule sur lequel est branchée une anastomose centrale entre l'aorte ascendante et le tronc pulmonaire. Les artères pulmonaires qui sont petites, surtout la droite. Et à partir de l'aorte descendante qui a été réclinée en avant, vous voyez ici les MAPK, ici et ici, qui se connectent aux branches de l'artère pulmonaire. Donc, la vascularisation pulmonaire a une double origine, les artères pulmonaires centrales dérivées du sixième arc aortique avec le canal et les artères intrapulmonaires qui se forment avec les ébauches pulmonaires qui sont donc indépendantes du sixième arc aortique. Avant que le sixième arc aortique se développe et forme les artères pulmonaires extracardiaques centrales, la vascularisation des ébauches pulmonaires est assurée par ce qu'on appelle les artères intersegmentaires, dont la septième remontera ensuite pour former la sous-clavière gauche. Une fois que le sixième arc est bien développé, les artères intersegmentaires disparaissent, sauf la septième, qui donc va former de chaque côté les sous-clavières gauche et droite. Si on a une tétralogie de Fallot avec atrésie pulmonaire et une anomalie de formation du sixième arc, ces artères intersegmentaires vont avoir tendance à persister. Et de fait, les MAPK, les grosses collatérales orthopulmonaires qui alimentent les poumons dans l'abso, sont dérivées de ces artères intersegmentaires essentiellement, et sont dérivées en fait des structures vasculaires qui n'ont pas besoin de cellules de la crête neurale pour se développer, puisque l'abso, comme la tétralogie de Fallot, est due à une insuffisance de la crête neurale, défaut de migration des cellules de la crête neurale. Or, on n'a pas de cellules de la crête neurale dans les artères intersegmentaires, et dans la septième non plus, donc on pourra avoir des MAPK à partir des artères intersegmentaires, mais aussi des sous-clavières, et aussi des coronaires, dont le développement ne répond pas aux crêtes neurales. Ici, une MAPK qui naît de la sous-clavière gauche. Alors, on a du mal à distinguer entre canal atypique et MAPK naissant de la sous-clavière gauche. C'est probablement plus une collatérale naissant de cette septième artère intersegmentaire. Ici, une MAPK qui naît de la coronaire droite. La coronaire droite est ici, et là,
repart un gros vaisseau qui va dans le poumon droit. C'est rare, on appelait ça avant la coronaire vicariante. Dans ce cœur, c'est associé à des MAPK, des centres d'ordre thoracique descendants, des artères intersegmentaires. Donc, en conclusion, dans l'abso, ou tétralogie de Fallot avec atrésie pulmonaire, on a un équilibre entre la vascularisation pulmonaire normale dérivée du 6e arc et des cellules de la crête neurale et la circulation dite de suppléance issue des vaisseaux non dérivés des cellules de la crête neurale. Et ça va nous donner la classification des absos en 3 types. Le type A, où on a des artères pulmonaires confluentes ou non alimentées par un canal. Le type B, où on a des artères pulmonaires petites, sans canal et une circulation de suppléance, des MAPK. Et le type C, on n'a pas du tout d'artère pulmonaire centrale et les poumons ne sont vascularisés que par des MAPK. C'est bien sûr, celle-ci, une malformation extrêmement sévère. On pourra en pratique quasi. Question avant qu'on passe au tronc artériel commun? Quelle sera l'alternative à l'élargissement infundibulaire par patch si l'IDA passe en avant de l'infundibulum? L'alternative, c'est de mettre un tube extracardiaque entre l'infundibulum et l'artère pulmonaire, ou bien de passer par l'intérieur et d'arriver à élargir la voie sous-pulmonaire sans sortir du cœur, en fait, ce qui est parfois possible. L'abso type 3 n'est pas une cardiopathie conotroncale, mais une anomalie du 6e arc. Ben, c'est quand même une cardiopathie conotroncale, puisque on a une tétralogie de Fallot à l'intérieur et que les cellules des crêtes neurales cardiaques, si vous vous souvenez, passent par les arcs aortiques autour du développement. Donc, les anomalies des arcs aortiques sont aussi des cardiopathies dites conotroncales, même si ce n'est pas les mêmes conotroncales que Fallot, Troncus, etc., puisqu'on n'a pas forcément d'anomalie intracardiaque. Mais l'exemple de ça, c'est que quand on étudie les anomalies des arcs aortiques, la crosse aortique droite, des doubles arcs, etc., isolés, sans malformation intracardiaque associée, on a à peu près entre 25 et 30% de microdélétion 22q11. Parce que, en fait, les arcs aortiques se forment grâce aux cellules de la crête neurale. Donc oui, c'est bien une cardiopathie conotroncale, mais qui associe une anomalie du 6e arc sévère, alors que le type A, ou 1-2, comporte un canal artériel et donc n'a pas d'anomalie du 6e arc. Il a des belles artères pulmonaires alimentées par un canal. Donc ça, c'est conotroncal uniquement intracardiaque. Ça, c'est conotroncal intra- et extracardiaque. Bon, c'était pas si simple. Sauf que c'est plus simple pour moi de lire la discussion, mais il y a un truc que je ne maîtrise pas, visiblement. Donc, on arrête le partage, on repartage. Et on arrive au tronc artériel commun. Donc, le tronc artériel commun, c'est la cardiopathie conotroncale par excellence, puisque quand on enlevait toute la crête neurale cardiaque, on aboutissait à un tronc artériel commun. Donc, il y a plusieurs classifications dans la littérature. La plus ancienne est celle de Collett et Edwards, en 4 types. Elle est tout à fait abandonnée pour la raison que le type 4 n'est pas un tronc artériel commun. La définition du tronc artériel commun, c'est que
On va regarder celui-là. Il faut une CIV de la voie d'éjection, une seule valve artérielle et un seul vaisseau commun, d'où naissent dans cet ordre les coronaires, puis les artères pulmonaires, puis les vaisseaux de la base et la crosse de l'aorte. Si vous regardez le type 4, l'ordre n'est pas respecté. On a les coronaires, puis les vaisseaux de la base, puis les artères pulmonaires. Ce qui veut dire que ça, en fait, c'est ce qu'on vient de voir, c'est une abso de type 4 ou C de Barbero-Martial, sans artère pulmonaire centrale, avec des artères intersegmentaires, des MAPK, des cendres thoraciques descendantes, qui alimentent les poumons. Donc, cette classification doit être abandonnée. Celle qui prévaut, c'est celle de Van Prague, modifiée, qui est celle-ci. Le type 1-2, parce que souvent il est difficile de distinguer, comme dans Colette et Edwards, 1 et 2, 1 avec un tronc pulmonaire, 2 avec 2 orifices pulmonaires. Le type 3, qui est le pulmonaire né du tronc, une autre est déconnectée et née du canal. Ça peut être la gauche, mais ça pourrait être aussi la droite. Donc ces deux-là, c'est ce qu'on appelle dominance aortique. Et puis la dernière, qui est le tronc commun de type 4 avec interruption de marche ou coarctation, où on a une petite aorte et une grosse artère pulmonaire avec un canal qui alimente l'aorte descendante. Et ça, c'est ce qu'on appelle aussi le tronc commun avec dominance pulmonaire et non pas aortique. Quelques exemples anatomiques, tronc artériel commun de type 1-2. Vous avez le schéma et ici, vous avez le ventricule droit, la CIV de la voie d'éjection entre les deux branches du Y. Il n'y a pas de conus, pas de muscle qui sépare, qui est sous la valve troncale. Ça, c'est la valve commune qui ici a 4 feuillets. Ce n'est pas le plus fréquent, plus souvent elle en a 3. Au-dessus, on a les coronaires, ici, ostia coronaire. Les 2 orifices pour les 2 branches pulmonaires et ensuite la crosse de l'aorte qui d'ailleurs se fait à droite, ce qui est fréquent dans le tronc artériel commun. Un exemple de type 3 où l'artère, c'est l'inverse du schéma, c'est l'artère pulmonaire droite qui naît du canal sur une crosse aortique droite et l'artère pulmonaire gauche qui naît isolément du tronc commun ici. Là, par un orifice, par un petit tronc et l'artère pulmonaire gauche. La valve troncale à 3 feuillets, vous retrouvez la CIV de la voie d'éjection. Le type 4 avec une coarctation en fait ici extrêmement serrée, avec une continuité, une solution de continuité entre l'aorte descendante et l'aorte horizontale, ce qui n'est pas le cas de la majorité des troncs type 4. Donc, la valve commune au-dessus de la CIV qui est toujours la même, les 2 artères pulmonaires, ici le départ de l'aorte qui est plus petit, et le canal artériel ici qui vascularise l'aorte descendante. C'est très proche, en fait, beaucoup plus proche d'une fenêtre orthopulmonaire avec interruption de marche que d'un troncus. Ce n'est pas la même origine embryologique, ce n'est pas la même anatomie, la dominance pulmonaire par rapport à la dominance aortique. On peut avoir des sténoses pulmonaires, en général causées par la cusp, l'origine des artères pulmonaires qui est trop basse dans un sinus de Valsalva du troncus. On a dans au moins 50% des cas, mais dans les séries anatomiques, ça peut aller jusqu'à 80%, des anomalies des orifices coronaires, de la position et de la forme des orifices coronaires. Dans le tronc artériel commun, la coronaire gauche contourne toujours les artères pulmonaires pour être très postérieure et souvent tomber malencontreusement sur une commissure. Et donc, on a un tout petit ostium ici qu'on appelle en tête d'épingle, pinpoint, un ostium coronaire hypoplasique. L'association tronc artériel commun et double arc aortique n'est pas rarissime, n'est pas rare, elle est rare, mais elle n'est pas rarissime. Ici, vous voyez, c'est un scanner chez un patient qui est exactement la même chose que cette pièce anatomique. Là, on regarde le ventricule gauche, peu importe, la CIV, la valve troncale à cheval sur les 2 ventricules, avec 3 feuillets. La sortie des artères pulmonaires, c'est plutôt un type 1. Ici, on continue dans l'aorte avec ce double arc
dont naissent la carotide droite à droite, la carotide gauche à gauche, la sous-clavière gauche ici, la sous-clavière droite ici, et ça se réunit en arrière de la trachée, ici, par la haute descendante. Enfin, la fenêtre aortopulmonaire, qui n'est pas un trou artériel commun, mais qui est un cousin du trou artériel commun, sauf que la différence majeure, c'est qu'on a deux valves artérielles et non pas une seule. On a une valve pulmonaire et une valve aortique, et la communication est au-dessus des valves. Ici, entre les artères pulmonaires, ici, de l'autre côté, entre les artères du côté pulmonaire, pardon, et ici, du côté aortique. Les anomalies associées, la coarctation, l'interruption de marche aortique de type A, dans 13% des cas, fallo, artère pulmonaire naissant de l'aorte, transposition des gros vaisseaux, coronaire normal, canal artériel, très souvent. Par contre, on a rarement de Digeorge. Et enfin, dernière cardiopathie conotroncale, l'interruption de marche aortique. Vous connaissez la classification de Celoria et Patton. Type A, quand l'interruption de l'arche est en aval de la sous-clavière gauche. Type B, quand elle est entre sous-clavière gauche et carotide gauche. Type C, quand elle est entre TABC et carotide gauche. La aorte descendante est alimentée dans tous les cas par un canal artériel. Ça, ce sont les types selon le siège de l'interruption. Et selon le type de l'interruption, on a les formes avec persistance d'un cordon fibreux, qui sont des coarctations extrêmes. Et puis celles où on a une absence totale d'arche aortique, de développement de l'arche aortique. Le type C est extrêmement rare. Les types B et A ont une origine embryologique différente. Le type B, c'est une anomalie du 4e arc aortique qui donne dans le cœur normal la zone de l'aorte entre sous-clavière gauche et carotide gauche. Donc, c'est une anomalie ici. Et donc, c'est une cardiopathie de la crête neurale. Quant au type A, c'est plutôt une coarctation qui s'est tellement serrée que l'aorte s'est retrouvée interrompue. C'est en aval de la sous-clavière gauche. Et ça se produit plus tardivement, puisque ça se produit après la position de l'artère intersegmentaire numéro 7 en regard de l'isthme aortique. Avez-vous des questions? Donc, je vous propose de faire une pause de 10 minutes, un quart d'heure. On reprend à midi moins 5. Et vous aurez peut-être midi, je remettrai à midi moins 10 s'il y en a qui ont des questions. Ah, 11h moins 10, pardon. On reprend à 11h moins 5. Mais je reprends l'écran à 11h moins 10 pour répondre à vos questions si vous en avez. À tout de suite.